Écoute. Ça a été aussi, je crois, le ressenti de beaucoup de Français ces dernières années, le gouvernement des juges, mais la tyrannie des juges, puisque nous avons été privés à la fois d'un procès équitable. Ça avait été rappelé pendant le déroulé du procès il y a plusieurs semaines. Souvenez-vous de cette procureure qui avait, s'agissant de l'un des dossiers, notamment de celui de Jean-François Jalc, sur lequel elle n'avait pas d'éléments, indiqué que ça lui ferait trop mal de demander la relaxe, qui dit tout, d'ailleurs, de la manière dont nous avons, dans notre ensemble, été considérés, à commencer évidemment par nous, par Marine, par le parti, dans ce traité, dans ce dossier. Et évidemment, le droit au recours qui nous a été privé, puisque cette décision hallucinante d'exécution provisoire, justifiée non pas en droit par... ils n'ont même pas fait semblant d'aller sur le terrain d'un potentiel risque de récidive. C'est un lien très clair et assumé avec la prochaine élection présidentielle qui consiste à dire il y a un risque de trouble à l'ordre public si Marine Le Pen est élue présidente de la République alors qu'elle a été condamnée en première instance, faisant fi d'ailleurs de toute possibilité d'appel. Nous devons rappeler sans cesse que s'il existe des cours d'appel, c'est parce que les tribunaux de première instance peuvent se tromper, et que s'il est prévu la possibilité de se pourvoir en cassation, c'est parce qu'il peut y avoir aussi des erreurs commises, non pas seulement en première instance, mais aussi en appel. Je crois pouvoir dire que nous n'avons jamais vu une motivation aussi politique que celle qui a été exprimée hier par le tribunal. Cette décision nous prive de manière absolument ahurissante d'un deuxième degré de juridiction, s'agissant de la peine d'inéligibilité. Et je crois que beaucoup de Français ont été pas seulement indignés, mais ils ont été touchés hier de ce qui s'est passé. Moi, j'ai le sentiment, mais comme je crois beaucoup d'entre vous, que les Français considèrent que c'est pas tant Marine, en réalité, qu'on élimine, c'est leur propre voix. Ce sont leurs propres espérances et c'est la confiance qu'ils placent en Marine et qu'ils placent dans notre mouvement depuis maintenant, je ne vais pas dire plusieurs mois, mais en fait depuis plusieurs années, davantage encore ces derniers mois, avec les élections législatives, mais encore plus ces dernières années. Nous sommes dans une situation qui est brutale, qui est violente, qui est injuste. Qui prive des millions de Français d'une candidate qui n'est pas seulement donnée au second tour, mais qui est aujourd'hui la favorite de l'élection présidentielle et donc de la prochaine présidente de la République. Moi, je vous appelle d'abord à vous indigner. Je crois que des millions de Français sont indignés et notre rôle et aussi de permettre aux Français qui sont en colère de s'exprimer pacifiquement, démocratiquement, contre ce qui leur apparaît comme une décision, non pas de justice, mais d'injustice, et comme une décision qui est disproportionnée. Je rappelle qu'on ne parle pas allons même sur le fond de l'affaire, d'enrichissement personnel, d'emploi fictif. On parle d'un désaccord sur la façon dont travaillent des assistants de députés européens. Et pour cet état de fait, cet état de droit qui nous oppose depuis très longtemps au Parlement européen, on prive les Français de leur candidate à l'élection présidentielle. Quel est ce pays, quelle est cette démocratie où en quelques jours, on ferme une chaîne de télévision, la première chaîne de télévision de la TNT, où l'on empêche celle qui est la leader de l'opposition et la favorite de l'élection présidentielle de concourir au suffrage des Français, où l'on requiert de la prison ferme contre un ancien président de la République et où l'on met à mort sur le plan financier le premier parti de France. Je pense que cela indigne les Français, mais cela disqualifie aussi la France, pays des droits de l'homme, pour aller donner des leçons de démocratie au monde entier, que n'aurait pas dit un certain nombre de gens, à commencer par l'Union européenne, si dans la Hongrie de Viktor Orban, une décision de justice était venue empêcher l'opposant numéro 1 à Viktor Orban de se présenter à l'élection. Je pense que la Commission européenne
diligenterait d'ores et déjà des enquêtes et aurait menacé la Hongrie en indiquant que cela reflèterait une atteinte à l'état de droit. Mais comme ça se fait en France, dans le pays qui a la réputation d'être les droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, ça passe. Je pense que ça passe pas pour beaucoup de gens. Alors, nous allons organiser, et c'est un peu le sens du message que j'ai souhaité vous adresser hier dans la réunion Argu et dans cette adresse au cadre hier soir, des mobilisations qui seront évidemment pacifiques et démocratiques, parce que je pense que les Français ont besoin de s'exprimer. Nous avons lancé hier sur le site du Rassemblement national une pétition qui a déjà recueilli plusieurs centaines de milliers de signatures. Ce week-end, il y aura des opérations de tractage et des points de rencontre qui seront organisés partout en France. Nous demandons aux parlementaires de prendre l'initiative d'une conférence de presse aussi dans leur département et dans leur circonscription, parce que je crois important que peut-être dans la presse dans laquelle les Français ont toujours une confiance certaine, qui est la PQR, ils puissent lire notre expression et qu'ils puissent évidemment lire nos prises de position, et que nous puissions aussi évidemment être un peu les relais de ce sentiment d'injustice qui touche aujourd'hui des millions et des millions d'électeurs français. L'audience du 20h de TF1 d'hier soir, au-delà des signatures sur notre site internet, je pense témoigne de cette indignation. Il y a près de 8 millions de Français qui ont regardé le JT de TF1 hier soir, c'est considérable. Je ne sais pas s'ils ont été 8 millions à nous écouter ce matin sur CNews et sur Europe 1, mais en tout cas, les Français nous attendent, les Français nous écoutent, et je crois que c'est extrêmement important que tout le monde soit sur le pont, que nous fassions bloc. Je dois dire que j'ai été encore très impressionné à la fois par la prestation et par la solidité de Marine hier soir. Je ne vais pas empiéter sur votre intervention, Marine, mais vous avez l'habitude de dire que le combat judiciaire, il fait partie du combat politique. Et là, honnêtement, c'est un peu gros, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment que tout sera fait pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Moi, je leur réponds que rien ne nous empêchera de nous battre pour que nous arrivions au pouvoir. Plus des entraves se mettront sur notre route, plus nous serons déterminés à avancer, et je peux vous assurer que nous étudions d'ores et déjà évidemment tous les chemins, même s'ils sont étroits, pour lever l'injustice qui nous est appliquée de manière préventive. Nous allons mener ce combat évidemment ensemble. Nous avons besoin de vous dans cette bataille qui est en train de se jouer en ce moment et en ces heures. Mais je crois encore une fois que c'était hier un jour très sombre pour la démocratie française, peut-être le plus sombre que la démocratie française ait connu. Et moi en tout cas j'ai été extrêmement fier hier en regardant le 20h de TF1. Et je crois que notre devoir et le devoir du Rassemblement national, comme celui de tous les Français et tous les électeurs patriotes, c'est d'être unis, soudés, mobilisés auprès de quelqu'un dont, me semble-t-il, la seule faute et le seul tort est de s'être retrouvé en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle. Voilà, mes chers amis, le message que je souhaitais vous délivrer ce matin. Je vais laisser Marine intervenir. Mais ce n'est pas le moment de flancher. La politique est un chemin de croix. Les clés du pouvoir ne nous seront pas données. Et en tout cas, je veux dire aux Français qui nous écoutent ce matin, sans doute par l'intermédiaire de la presse, que nous n'abandonnerons pas, et que s'ils pensent qu'une décision de justice va nous empêcher de faire de la politique et va nous empêcher de continuer à porter l'espoir de millions de Français, non seulement c'est mal nous connaître, mais je pense que c'est aussi mal la connaître.
Merci beaucoup Jordan pour cette introduction. D'abord, merci à tous. Merci de vos marques de soutien, de vos marques d'affection. Le système a sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires. On ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs. Et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Et donc nous allons nous défendre, nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français de choisir leurs futurs dirigeants. Et nous allons gagner. Voilà, parce que la vérité et la justice doivent gagner. Et que ce qui vient de se dérouler est un tel scandale démocratique, une telle honte, une telle tache sur notre pays. Jordan a raison de le rappeler. À qui allons-nous pouvoir demain donner la moindre leçon de démocratie dans le monde ? À qui ? Comment vont-ils pouvoir défendre M. Navalny ? Comment vont-ils pouvoir défendre l'opposant principal de M. Erdogan qui est actuellement emprisonné ? Comment peut-on se scandaliser de l'élection annulée et du candidat empêché en Roumanie, lorsque dans notre propre pays, par la voie d'une exécution provisoire, en rompant encore une fois avec ce qui fait le principe même de notre état de droit, qui est le double degré de juridiction, c'est-à-dire le recours, mais pas seulement le recours effectif. Le recours effectif, c'est celui qui permet de ne pas se voir imposer en première instance une décision dont les conséquences sont irréparables. Or, l'objectif déclaré de la magistrate, je vous le rappelle, je l'ai dit hier soir, c'est de m'empêcher d'être élu à la présidence de la République. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Elle le dit avec toute la candeur de ceux qui sont convaincus d'être dans le camp du bien. Si Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle en bénéficiant d'un appel suspensif, alors que condamnée en première instance, une décision non définitive, cela constituerait un trouble à l'ordre public. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême, qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. Oh, vous savez, dans cette affaire, dans des affaires aussi graves que celle-là, somme toute, les masques tombent. Vous avez des adversaires politiques qui sont des gens attachés à la démocratie. Ceux-là disent, écoutez, moi je ne partage pas les idées de Marine Le Pen, mais honnêtement, empêcher un candidat en première instance, sans que les voies de recours aient été épuisées, de concourir à l'élection présidentielle alors qu'elle est la favorite de l'élection présidentielle, c'est pas possible. Et puis vous avez ceux qui n'ont ni foi ni loi. Ceux qui en réalité se réjouiraient si vous preniez un coup de lame en sortant dans la rue, pour peu que ça leur permette d'éviter d'avoir à vous combattre dans les urnes. Cela, je ne veux même pas en parler. Encore une fois, les Français jugeront des comportements des uns et des autres.
Mais Jordan a dit quelque chose de très juste hier. Il a dit, mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, car nous avons été toujours les premiers à être victimes des malhonnêtetés du système. D'autres suivent toujours. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, évidemment, ce sera eux. Et ce jour-là, ils viendront pleurer, car ils ne pleurent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Nous pleurons sur notre pays quand il s'agit, encore une fois, de l'ensemble des Français qui sont privés d'un fonctionnement démocratique. Et parce que nous avons des principes, nous appliquons toujours nos principes à nos adversaires. Nous ne les réclamons pas que pour nous-mêmes. Si demain, un candidat était empêché de se présenter, nous serions les premiers, même et sûrement plus même, si c'est un adversaire politique, à venir le défendre. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours défendu la présomption d'innocence, y compris quand nos adversaires politiques étaient mis en cause dans de multiples affaires. Nous ne sommes jamais montés au créneau pour profiter de l'occasion. Jamais. Qu'il soit LFI, qu'il soit Modem, qu'il soit LR. Nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais crié avec les loups parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous avons des principes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de principes. Ils brandissent ces principes lorsqu'ils sont eux-mêmes empêchés ou gênés. Mais lorsque leurs adversaires le sont, ils se réjouissent. Eh bien, nous avons l'honneur de ne pas nous comporter comme ça. Et c'est peut-être pour ça, après tout, que nous sommes le premier parti de France. Alors, mes chers amis, vous le savez, nous contestons formellement les accusations qui ont été portées contre nous et qui font l'objet de ce procès. Procès dont je vous rappelle qu'il a été engagé par des adversaires politiques. M. Schulz, président socialiste du Parlement européen, main dans la main avec Mme Taubira, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler tout de même qu'elle est une opposante absolument farouche de notre mouvement. Nous avons dit, écoutez, on va accorder un bénéfice, le bénéfice du doute, tiens, aux magistrats qui vont nous juger, en pensant que peut-être ne vont-ils pas nous juger politiquement. Mon doute a duré 2 heures. Au bout de 2 heures d'audience, le premier jour, j'ai compris que nous ne serions pas jugés normalement. Et l'intégralité de la rédaction de ce jugement est une folie. J'espère que les juristes vont se pencher sur la rédaction de ce jugement, qui est une folie parce que, encore une fois, le droit est tordu, parce que l'élection présidentielle est l'objectif assumé des magistrats. Après tout, la magistrate aurait pu dire je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate aux élections. C'était déjà honteux, mais c'était plus général. Mais là, la magistrate, elle engendre les élections municipales, elle engendre les potentielles élections législatives anticipées pour dire non, je mets l'exécution provisoire pour l'empêcher d'être candidate et d'être élue à l'élection présidentielle. Parce que moi, magistrate de première instance, je n'admets pas l'idée que les Français puissent élire quelqu'un que j'ai condamné en première instance. Mais qui est souverain dans notre pays, en fait? C'est le peuple? Ou c'est les magistrats, ces magistrats de première instance? C'est quand même une vraie question. Il me semble que c'est le peuple. Et par conséquent, vouloir tordre le bras des électeurs en disant vous risquez de voter pour elle, alors je veux dire quoi? Moi je considère que je m'autorise le pouvoir de vous interdire de le faire. Mais c'est une honte absolue. Il n'y a pas un seul pays en réalité dans lequel les choses se déroulent ainsi. Donc cette justification est la justification politique par excellence. Donc quand on me dit c'est une décision judiciaire, non, c'est une décision politique. Et c'est la magistrate qui le dit elle-même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 10 raisons de se scandaliser de ce jugement. Au passage, je rappelle que ce jugement, les avocats ne l'ont pas eu. Ils l'ont eu ce matin à 9h30 du matin. Ouais, 9h. Mais hier soir, tous les journalistes avaient le jugement. Bon, ça n'est qu'un élément supplémentaire, mais enfin c'est un élément quand même assez révélateur. Hein. Moi je suis arrivé sur le 20h de M. Boulot. M. Boulot avait le jugement, mes avocats ne l'avaient pas.
Ils l'ont eu ce matin à 9h30 du matin. Mais, je veux dire, c'est, encore une fois, c'est vraiment une caricature, en quelque sorte, de l'abandon de tout principe, de toute valeur, de tout fonctionnement démocratique, de tout la violation de toutes les règles de fonctionnement de nos institutions. Mais il n'y a pas que ça, je vous dis, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une criminalisation dans ce jugement, en fait, des droits de la défense. C'est-à-dire que si vous vous défendez, eh bien, je vais vous condamner 2 fois plus durement. Mais il me semble que les droits de la défense, le principe même, c'est de pouvoir se défendre. Eh bien non, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Voilà. Et le simple fait de se défendre, eh bien, justifie la condamnation à mort. Mais ça existe où, ça? En fait, juste dans quel pays ça existe, ce type de fonctionnement? On nous a même reproché d'avoir défendu l'idée que les faits qui étaient soumis au tribunal étaient prescrits. Non mais pardon, vous nous direz la prochaine fois, vous nous ferez la liste de ce qu'on a le droit de dire. Peut-être faut-il arriver avec la robe de bure, à genoux et la corde au cou pour vous faciliter le travail. Ben non, on ne va pas faciliter le travail. Parce que nous considérons, encore une fois, qu'il y a énormément de choses à dire sur le fond de ce dossier et que ce dossier a été utilisé en réalité exactement dans le but qui est intervenu hier. Le seul objectif, c'était celui-là. Alors, mes chers amis, on va nous dire il ne faut pas contester les décisions de justice. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas une décision de justice, ça tombe bien. Donc, du coup, on a le droit de la critiquer. Mais qu'est-ce que c'est aussi que ce système qui consiste à dire vous n'avez le droit de dire, vous n'avez le droit de ne rien dire, vous n'avez pas le droit de vous défendre parce que vous n'avez pas le droit de contester les décisions de justice. Ben, à ce moment-là, il faut qu'il supprime l'appel, puis accessoirement la cassation, parce que si on n'a pas le droit de contester une décision de justice, alors supprimons les degrés de juridiction. Puis après tout, supprimons le procès, puisque de toute façon, vous êtes obligé de plaider coupable. Par conséquent, pourquoi s'ennuyer à passer 2 mois, comme je l'ai fait dans une salle d'audience, pour pouvoir développer des arguments que la présidente semblait clairement ne pas vouloir entendre. Cette affaire, je ne peux m'empêcher de la mettre en résonance avec le communiqué du syndicat de la magistrature qui a été diffusé au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier, le syndicat de la magistrature en appelle aux magistrats et aux magistrates, pas aux électeurs, pas aux citoyens, aux magistrats et aux magistrates pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Ce matin, on explique que les magistrats font l'objet de menaces. Je trouve qu'il est scandaleux que ces magistrats fassent l'objet de menaces, que les choses soient très claires. D'injures, de menaces, c'est inadmissible. Nous faisons tous l'objet d'injures et de menaces. Toute personne, tout responsable politique, tout journaliste, tout écrivain, tout magistrat, aujourd'hui, dans notre société, qui prend une position quelle qu'elle soit, se fait menacer, se fait injurier. Est-ce qu'on s'en félicite? Pas du tout. On le déplore. Mais c'est, hélas, devenu d'une grande banalité. Le Conseil supérieur de la magistrature, ce matin, que j'entendais à la radio, est venu dire « Il est absolument scandaleux de menacer les magistrats ». Nous partageons cela. Mais quand le syndicat de la magistrature dit qu'il faut empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, c'est aussi une menace. C'est aussi une menace. C'est une menace à l'égard du Rassemblement national, c'est une menace à l'égard des électeurs du Rassemblement national, c'est une menace à l'égard des élus du Rassemblement national. Et cet appel, encore une fois, il est fait aux magistrats et aux magistrates. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de cela? Et qu'a dit le Conseil supérieur de la magistrature? S'est-il soulevé contre ce communiqué? Non. A-t-il engagé une procédure contre la procureure qui a indiqué qu'elle ne pouvait pas plaider à la relaxe parce que ça lui ferait trop mal, rompant ainsi avec la neutralité qui s'applique aussi au parquet, pas seulement au juge du siège, ça s'applique aussi au parquet. Non, on n'a rien entendu du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ce 2 poids 2 mesures, je le dis poliment,
est évidemment perçue, nous l'avons compris, et nous ne nous soumettrons pas à cela. Donc, de manière pacifique, de manière démocratique, nous allons défendre nos droits, mais nous allons aussi défendre les droits de nos électeurs. Et le premier de ces droits, l'a rappelé le Conseil constitutionnel, dans une réserve d'interprétation, il y a quelques jours de cela, c'est le droit de voter librement. C'est le premier des droits dans une démocratie. Voter librement. Car si l'on ne vote pas librement, eh bien à ce moment-là, on n'est plus véritablement dans une démocratie. Si ce sont les dirigeants politiques ou des magistrats qui décident qui peut se présenter et pour qui les Français peuvent voter, alors nous ne sommes plus dans une démocratie. Voilà. Nous allons donc nous battre. Tous les moyens de droit seront analysés et utilisés. M. Schottel a fait une tribune hier pour dire que la décision du tribunal s'asseyait sur la décision du Conseil constitutionnel. C'est un petit peu problématique pour l'état de droit quand même, parce que les amoureux de l'état de droit devraient savoir que les décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent immédiatement à l'intégralité des juridictions, qu'elles soient judiciaires ou administratives. Voilà peut-être un chemin étroit que nous ne manquerons pas de prendre. Nous allons bien entendu réclamer qu'un appel se déroule dans les plus brefs délais, car nous n'avons pas la maîtrise de cela, bien sûr. C'est sûr que c'est évident que quand celui qui a la bouée de sauvetage, c'est votre adversaire politique, c'est un peu compliqué, quoi. Vous vous dites, est-ce qu'il va la lancer? Quand est-ce qu'il va la lancer? Est-ce qu'il ne va pas la lancer trop tard? Enfin, on peut se permettre quand même de se poser la question. Et puis, il y a peut-être aussi une voie législative, puisque j'ai entendu ce matin Éric Ciotti, scandalisé comme nous par cette décision, qui a évoqué une potentielle voie législative que nous allons donc analyser de très près. Donc la défense de nos électeurs, la défense de notre mouvement, qui, je vous le rappelle, a été victime d'une condamnation d'une lourdeur financière qui engage son avenir, parce que c'est ceinture et bretelles, hein. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer la candidate à la présidentielle. Si on peut tuer le parti en même temps, bon, hein, comme ça on est bien sûr qu'il n'y a pas de possibilité, hein, se sont dit manifestement les magistrats. Donc nous allons là aussi nous battre contre cette condamnation qui nous apparaît tout à fait contraire par ailleurs à la jurisprudence. Je n'ose d'ailleurs défendre quelques arguments de peur d'être immédiatement considéré comme coupable et condamné peut-être 2 fois plus, mais on va quand même tenter. On va pas se laisser impressionner. Donc, pour résumer mon propos, et on vous adressera bien entendu l'ensemble des éléments d'analyse de ce jugement. Ceux qui sont en train de l'analyser ont les yeux qui sortent de la tête, vraiment. Hein, et pour un peu qu'ils soient juristes, ils sont au bord de l'apoplexie, tellement c'est énorme. Mais on vous donnera tous ces éléments-là. Mais pour conclure, je vais vous dire que surtout, ne vous laissez pas intimider. Voilà, ne vous laissez pas démoraliser. Quand la décision arrive, elle est dure, mais elle est dure parce qu'elle est injuste et que en réalité, vous connaissez très bien cette phrase de Montesquieu: il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce, à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice. C'est-à-dire que quand l'injustice vient directement de ceux qui sont censés rendre la justice, il est évident qu'elle est plus insupportable encore que n'importe quelle autre injustice. Mais cette indignation, cette blessure, il faut s'en servir. C'est un moteur. Voilà. C'est un moteur de motivation
c'est un moteur de persévérance. Si nous ne tenons pas bon, si nous ne sommes pas ceux qui exprimons cette solidité et cette persévérance, qui le fera à notre place? Personne. Alors, partout où vous allez, dites aux Français qu'ils peuvent compter sur nous. Il n'y a aucun problème. On sera là jusqu'au bout, on sera là jusqu'à la victoire. Au revoir. Voilà pour cette prise de parole de Marine Le Pen et également de Jordan Bardella. En fait, une réunion de groupe à l'Assemblée nationale qui s'est transformée en tribune et en quasi-meeting avec cette fois la colère de la patronne des députés RN qui a explosé. Le système a sorti la bombe nucléaire. Honte pour notre pays, violation de toutes les règles, un jugement qui est une folie. Et surtout, elle dit, et c'est ça qu'il faut retenir, nous ne nous soumettrons pas. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Et ne vous laissez pas intimider, démoraliser. C'est ce qu'elle intime à ses troupes. Pourquoi ? Parce que c'est une quasi-campagne que Marine Le Pen vient de lancer, appel à tracter, appel à se retrouver dans les circonscriptions, appel au peuple, appel aux électeurs, appel aux élus à se soulever. Mais elle le précise d'une même voix avec Jordan Bardella, systématiquement, de manière démocratique et pacifique, mais appel à combattre la décision de justice tout de même. Et on va développer tous les points ensemble. Valérie Nataf nous a rejoint également, les recours qu'elle envisage Marine Le Pen. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête, premier point, sur un RN en campagne. Un RN en campagne. Oui, et avec un changement de ton beaucoup plus guerrier ce matin de Marine Le Pen, remontée sur son cheval, beaucoup plus offensive dans le ton que hier soir aux 20h. De Gilles Boulot, où on l'a entendu dire « je suis éliminé ». Elle a eu ce mot-là, « je suis éliminé ». Ce matin, à l'écouter, non, elle est en campagne, elle va défendre, quoi qu'il en coûte, sa candidature contre les juges avec des mots extrêmement durs. Les juges sont des adversaires politiques. Elle dit ça dans cette conférence de presse, Marine Le Pen. Conférence de presse, non, c'est le message qu'elle transmet à son groupe, à ses députés, pour qu'ils relaient ce message-là. Les juges sont des adversaires politiques. Elle se moque même de la cour d'appel en disant mais quand est-ce qu'aura lieu cet appel, on ne sait pas. Et puis donner la bouée de sauvetage à son adversaire politique, elle rigole. Et c'est-à-dire qu'elle considère même que la justice n'est plus valable par rapport à la cour d'appel. Donc elle a deux recours. Elle dit que ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Donc on peut la contester. On peut la contester et elle pense qu'il y a deux chemins étroits. On va y revenir sur les recours, Yael, promis dans un instant. Comme on a le temps, on va le prendre. Le RN en campagne, est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une campagne qui vient d'être lancée par le Rassemblement national? Ah non, absolument pas. D'ailleurs, c'est étonnant la manière dont s'est passée cette prise de parole. Parce qu'au début, il devait juste y avoir un tour de caméra, comme on le connaît, on a tous connu ça. Et puis, les caméras étaient invitées à sortir. Et finalement, je ne sais pas sur l'ordre de qui, les caméras ont été invitées à rester pour écouter et diffuser l'ensemble des discours, ceux de Jordan Bardella et celui de Marine Le Pen. C'est intéressant, ce qui veut dire que maintenant, où que ce soit, et quelle que soit l'occasion, la manière de faire, le Rassemblement national va marteler son message. Moi, j'ai retenu une autre phrase de celle que vous avez indiquée. Marine Le Pen dit « Je vous appelle à vous indigner ». Alors, il y a le « Nous ne nous soumettrons pas », très fort. « Je vous appelle à vous indigner ». Ça rappelle, pour ceux qui ont un peu de mémoire politique, le « Indignez-vous » de Stéphane Hessel dans le début des années 2000, qui avait été un succès de librairiste, un tout petit livre. Nuit debout, etc. Voilà. Un livre de résistants, de vrais résistants. Oui, Stéphane Hessel, lui, était un résistant du Conseil national de la résistance et qui avait écrit, je crois, une charte des Nations Unies. Donc, on voit à quel point le Rassemblement national emprunte à différents imaginaires pour pouvoir mobiliser le plus largement possible, de manière populaire et de manière pas seulement populaire. Oui, effectivement, le mot résistant, résistance, c'est Marion Maréchal également qui l'a utilisé ce matin. On sort dans des éléments de langage désormais. Mais j'insiste, que ce soit Jordan Bardella, leurs écrits en ligne, Marine Le Pen disent à chaque fois
indignez-vous, mais pacifiquement, démocratiquement. Est-ce qu'on peut imaginer que le parti redoute quand même d'être sur une ligne de crête et être accusé de faire du Trumpisme version Capitole? C'est-à-dire, ne voudrait pas non plus que tout ça prenne une forme qui leur échapperait. C'est ça ma question. C'est une ligne de crête, absolument, Amélie, parce que Marine Le Pen s'en prend très durement à la justice, aux juges, à la magistrate qu'elle cible nommément, sans la nommer, mais Bénédicte de Pertuis est celle qui a rendu le jugement hier, mais elle n'est pas seule, c'était une décision collégiale. Elle dit systématiquement la juge qui a voulu m'empêcher de concourir à la présidentielle. Vous savez que cette juge, il y a des rondes de policiers autour de son domicile. Vous savez aussi qu'elle était menacée de mort sur un site internet qui s'appelle Riposte Laïque. Et en même temps, elle dit, Marine Le Pen, les menaces, c'est inadmissible. On ne tolérera pas, on déplore. Comme le CSM l'a dit, le Conseil supérieur de la magistrature. Comment pouvez-vous, dans le même temps, dire « cette juge m'empêche », ces juges nous empêchent d'arriver au pouvoir, mais dire qu'on ne les menace pas et qu'on ne les appelle pas finalement à la vindicte. Il y a un phénomène d'inégalité totale dans ce propos. Cette tribune-là à l'Assemblée de Jordan Bardella à Marine Le Pen qui crible la justice française, alors que la justice française, par définition, elle ne s'exprime pas, elle rend la justice, mais elle n'entre pas dans la joute politique avec les femmes et les hommes politiques de France. Donc vous avez là un énorme fossé qui se creuse, inégal, puisque la justice, séparation des pouvoirs, ne répond pas aux politiques. Valérie Nataf. Moi, je trouve qu'on fait recours trop souvent, qu'on fait référence trop souvent au 6 janvier. On a une autre date dans notre histoire politique française. C'est le 6 février 1934. Et le 6 février 1934, c'est cet anti-parlementarisme, c'est tout ce qu'on a vu à ce moment-là. C'est plus ancien, évidemment. Ce n'est pas le 6 janvier 2021. Mais on voit bien qu'il y a dans le... Pardon, je vais le dire comme ça, il y a un fond de sauce français sur l'antiparlementarisme. Et là, moi, ce que je vois arriver, c'est la sphère complotiste. C'est cela, quand on lit la fermeture d'une chaîne décidée par l'Arcom et le jugement rendu hier à l'encontre de Marine Le Pen et de 24 ou 25 autres prévenus, moi, je me dis que tout cela renforce la sphère complotiste et nous emmène vers des chemins que la République française, pour l'instant, n'a pas encore empruntés. Marine Le Pen appelle à se mobiliser, appelle les Français à se mobiliser. Ils estiment, Marine Le Pen et Jordan Bardella, que l'indignation, elle n'est pas tant pour eux, pour Marine Le Pen, que pour les voix des Français qui seraient éliminés à l'occasion de cette décision de justice. Bon. Par ailleurs, 2 recours sont mis sur la table. On l'entend, mais ce n'est pas précisé, mais on va essayer de l'expliquer. Je voudrais, encore une fois, prendre point par point. Y arriver. Tous les moyens de droit seront utilisés à marteler Marine Le Pen. De quoi peut-on parler à l'issue de cette phrase? Pour la première fois, elle a été assez précise sur les chemins étroits pour y arriver à être candidate malgré tout. Le Conseil constitutionnel, le droit de voter librement. Elle s'appuie, Marine Le Pen, sur une des réserves, paragraphe 17 de mémoire, dans la décision du 28 mars dernier, qui concernait un élu local dont le Conseil constitutionnel a validé la démission d'office parce qu'il était inéligible avec exécution provisoire, un élu local. Mais il disait, attention, il faut que ce soit proportionnel du côté des juges en fonction du droit des électeurs à librement voter et du droit de se présenter aussi librement à l'élection. Ça sous-entend qu'il pourrait y avoir une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, et que le RN voudrait saisir le juge suprême. Deuxième option, un appel dans les plus brefs délais. Celui-là, il est très aléatoire. Le calendrier, même si Rémy Yates, le haut magistrat de la Cour de cassation, dit ce matin que ça peut tenir dans les délais, en 26 c'est possible devant la Cour d'appel de Paris, c'est incertain et rien ne dit que l'appel désavouera la première instance. Après, il reste une voie législative. Et celle-là, elle cogite, alors elle cite Éric Ciotti, mais moi j'entends dans le bloc central des députés, côté Modem notamment, peut-être aussi côté Horizon, Christophe Béchu est choqué, l'ancien ministre proche d'Édouard Philippe, choqué par ce qui arrive au RN, de dire, et si on réformait la loi Sapin de manière rétroactive ? Et le code de procédure pénale, article 476, celui qui prévoit l'exécution provisoire. C'est une option, avec effet rétroactif. Maintenant, est-ce qu'on imagine l'Assemblée se mobiliser, plus de la moitié des députés, pour une amnistie de fait de Marine Le Pen? C'est quand même sacrément osé. Marion Maréchal l'a évoqué ce matin. D'abord, donc encore une fois, les choses les unes après les autres. D'abord, sur les recours en droit. Vous me faisiez signe sur ce point, Valérie Nataf. Si j'ai bien compris, mais
Pardon, je ne suis pas une juriste, mais la QPC ne peut intervenir qu'une fois un jugement définitif apparu. Ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen, puisqu'il y a appel, il me semble. Donc ça, c'est un recours possible, mais seulement une fois que l'appel aura été fait et prononcé. Donc trop tard a priori. A priori. Et donc la voie législative ? La voie législative, il y a dans les rangs évidemment du Bloc central, vous l'avez dit, évidemment au Rassemblement national, Marion Maréchal, qui n'est pas députée nationale, mais eurodéputée, me semble-t-il, elle est bien eurodéputée, elle propose effectivement d'amender la loi Sapin de manière rétroactive. Alors là, constitutionnellement, je ne sais pas comment il est possible d'avoir une loi avec effet rétroactif. Ça me semble très compliqué. Même en termes d'image, Xavier, ça paraît complètement fou. On va voter une loi de manière rétroactive, ce qui se fait jamais d'ailleurs, pour blanchir un homme, une femme politique dans une affaire comme celle-ci, où plus de 4 millions d'euros ont été détournés au profit le plus souvent de proches, voire de très très proches. Le garde du corps de Jean-Marie Le Pen, par exemple, a été payé selon cette méthode-là. Mais ça paraîtrait totalement délirant d'un point de vue vraiment démocratique. Marine Le Pen citait Montesquieu tout à l'heure, il va se retourner dans sa tombe, Montesquieu, et aux yeux du monde, on serait la risée du monde entier. Le pays du droit de l'homme, amnistie des hommes politiques ou des femmes politiques, quels qu'ils soient, on s'en fiche totalement de manière rétroactive. Alors, on n'en est pas là effectivement pour le moment. On retrouve Thibault Petit qui est à l'Assemblée. Thibault Petit, vous avez suivi la réunion avec Stéphane de Perrois. On ne s'attendait pas forcément à ça. Nous, on imaginait que les caméras pourraient entrer pour une image de Jordan Bardella, Marine Le Pen, mais pas plus. Et finalement, vous avez assisté à cette scène d'une réunion à l'Assemblée qui se transforme en, je disais, quasi-meeting politique. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Le Rassemblement national, au départ, nous avait autorisé à faire ce qu'on appelle un tour image, quelques images du début de la réunion et enregistrer, pouvoir écouter et transmettre les propos introductifs, donc seulement quelques minutes du début de la réunion. Et finalement, on a pu rester quasiment une demi-heure durant cette réunion où Jordan Bardella a pris la parole en premier, puis à son tour Marine Le Pen. Et dans ses premiers propos, elle a expliqué que le système a sorti la bombe nucléaire. Ce sont ses premiers mots face aux députés du Rassemblement national au lendemain de sa condamnation. Elle a aussi expliqué « Nous ne nous soumettrons pas », mais toujours, et ça c'est revenu plusieurs fois au début de cette réunion, de manière pacifique, de manière démocratique, hors de question de faire un parallèle avec de potentielles manifestations qui pourraient venir en soutien à Marine Le Pen. Elle veut se montrer raisonnable dans ce combat où elle répète encore qu'elle est innocente et qu'elle va utiliser tous les moyens possibles de droit pour examiner, pour faire appel de cette décision avec, elle l'évoque, potentiellement un moyen législatif. Merci beaucoup Thibault Petit. Avec Stéphane de Perrois, il y a eu des mots très forts qui ont été prononcés par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Jour le plus sombre de la démocratie, mise à mort du parti. Et elle gauze, ils sortent vraiment l'artillerie lourde là. Même dans l'exagération la plus totale, parce que nous on ne crie pas avec les loups, dit Marine Le Pen. Avril 2013, des archives qui font mal, elle réclamait l'inéligibilité à vie pour les socialistes, pour l'UMP, pour tous les corrompus. Le RN, moi ma veste est immaculée, disait Marine Le Pen. Les archives font mal. La mise à mort du parti, c'est la mise à mort du parti qui est à l'œuvre actuellement? C'est un parti qui est fragile financièrement, qui l'a toujours été. C'est pour ça qu'ils ont dû avoir recours à l'emprunt russe. Mais ils sont dans une situation nettement meilleure depuis les élections législatives, puisqu'ils ont droit à des financements publics, rappelons-le, en hausse de 30% cette année, à 13 millions par an. Je rappelle juste que l'amende, c'est 2 millions d'euros et que le préjudice dans cette affaire des assistants parlementaires, il est estimé à près de 3 fois plus. Merci à tous. Un rendez-vous à vous donner très important. Jordan Bardella sera l'invité exceptionnel de David Pujadas. Ce sera jeudi et ce sera à 20h40. David Pujadas qui recevra Jordan Bardella pour une interview exceptionnelle et en longueur, bien évidemment, toutes ces prises de parole, ces déclarations, ce RN qui part en campagne contre la décision de justice. Il en sera question dans un tout petit instant dans le 12-15 de Christophe Moulin.